Bonjour à toutes et tous. Bienvenue sur ce webinaire sur l'outil Suricat. On va avoir un petit mot d'introduction. Maud Bernard de l'Agence bretonne de la biodiversité et moi-même pour la conférence régionale du sport, avant de donner la parole à Monsieur Orger Quentin du pôle ressources nationales sport de nature pour la présentation de l'outil. Euh, alors, vos micros et caméras doivent être désactivés. Vous avez accès à l'outil de conversation pour poser vos questions. Il est prévu qu'on fasse des pauses lors de la présentation pour prendre le temps de répondre à vos questions. Et n'hésitez pas à utiliser l'outil de lever la main pour que si vous voulez préciser une question. Je vais commencer. Donc, ce webinaire s'inscrit dans l'animation de la conférence régionale du sport, qui est l'organisme de la nouvelle gouvernance du sport en territoire. Il est issu des discussions qui ont lieu dans la commission thématique permanente numéro 3 qui traite de l'attractivité du territoire et de la durabilité des activités sportives dans le cadre de l'attractivité de la Bretagne comme destination touristique et de pratique de sport de nature. Et les membres de la commission, après avoir un premier échange avec Quentin Orger, ont souhaité proposer aux acteurs du sport breton, mais plus largement aux acteurs des activités physiques ou qui ont un lien avec les activités physiques, un temps de présentation de l'outil Suricat qui s'inscrit dans les démarches de transition voulues dans le cadre du projet sportif territorial de la région Bretagne. Voilà pour les éléments de contexte. Je vais laisser la parole à Maud pour la bébé. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, moi, je suis Maud Bernard, chargée de mission espace naturel à l'Agence bretonne de la biodiversité. Alors, je suis une des commissions de la conférence régionale des sports, en particulier autour des sports de nature, de l'attractivité des sports de nature sur le territoire breton. Et par ailleurs, je pilote un groupe de travail qui s'intitule Sport, Culture et Tourisme dans les espaces naturels de Bretagne. Et c'est aussi à ce titre qu'on souhaitait mobiliser les gestionnaires d'espaces naturels bretons. Et donc, vous avez aussi reçu cette invitation à participer à ce webinaire puisque eh bien voilà, vous, en tant que gestionnaire, vous êtes aussi les premiers opérateurs de terrain, observateurs de terrain, d'activités diverses de loisirs, dont sportives, mais aussi d'entretien des sentiers. Et donc, vous pouvez être amené à recevoir différents signalements d'incidents, notamment sur ces sentiers, qui peuvent empêcher, contraindre certaines pratiques d'activités de loisirs. Donc, c'est aussi pour ça que voilà, on vous a invité à suivre ce webinaire qui va vous présenter l'outil Suricat. Donc, c'est Quentin Orger qui va nous faire cette présentation sur une heure environ, une heure et demie en tout, avec des temps de questions-réponses, comme le disait Iwan. On va vous passer. Alors, il y a quelques micros, je crois, qui restent ouverts. On entend un petit bruit de fond, mais euh, on va passer la parole à Quentin. Très bien, merci beaucoup, Yvonne, Maud. Merci pour cette introduction et cette invitation aujourd'hui donc, à vous présenter cet outil sur ICAT. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, juste quelques mots sur le pôle ressources. Donc moi, je suis Quentin Orger, je suis chargé de mission au sein du pôle ressources nationales sport de nature. Je m'occupe des questions de développement territorial par les sports de nature. Et à ce titre, je suis en charge du projet sur l'ICAT.
Donc, le pôle ressources nationales sport de nature, en tant que service spécialisé dans les sports de nature du ministère des Sports, notre mission, c'est d'accompagner la politique de développement maîtrisé des sports de nature, autant auprès de la direction des sports que de l'ensemble des acteurs sports de nature. Et pour accompagner cette politique, d'essayer d'outiller au mieux les acteurs impliqués dans cette politique et d'animer une communauté d'acteurs nationale qui œuvrent au quotidien à développer les sports de nature. Donc pour ce faire, on propose différents services qui vont du conseil expertise, stage de formation continue. On organise des journées techniques sur des thématiques précises concernant les sports de nature, ouvertes grand public professionnel, des séminaires, des regroupements du réseau national. On apporte un appui juridique autant auprès des services déconcentrés du ministère des Sports que du reste de ce réseau. Et puis, on essaie de proposer des outils de veille et de diffusion d'informations, des outils, des travaux d'observation sur les sports de nature, etc. Donc, vous pouvez retrouver plus d'infos sur le pôle ressources et une majorité des ressources disponibles sur notre site internet sportdenature.gouv.fr. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, donc sur ce webinaire, ça va se passer en 4 temps globalement. Une première partie où je vous présenterai de manière générale le dispositif, tant du côté grand public pratiquant, qu'on appelle les sentinelles dans le cadre du dispositif, que du côté, de l'autre côté du miroir, côté réseau administrateur, donc les partenaires du dispositif qui vont recevoir les signalements et tenter de les résoudre. Ensuite, je vous présenterai quelques chiffres clés à l'échelle nationale, et puis j'ai fait des zooms à l'échelle de la région Bretagne pour vous permettre de rendre compte un peu de l'ampleur du déploiement de l'outil. Ensuite, une troisième partie où on abordera les outils de communication et l'API Suricat, parce que autant l'outil existe et fonctionne, autant pour avoir des remontées de terrain, il faut que le grand public, les pratiquants sport de nature, connaissent cet outil et puissent l'utiliser. Et puis enfin, on terminera donc sur une présentation rapide du back-office, donc l'espace administrateur individuel chaque administrateur, auquel chaque administrateur va accéder pour gérer les signalements qui lui sont transmis. Donc, comme l'a dit Iwan, à la fin de chaque temps, on prendra un temps de questions-réponses. Donc, je vous invite soit à poser vos questions dans la conversation au fur et à mesure, et puis on y reviendra à la fin, soit de les garder dans un coin de votre tête et puis de les poser à ce moment. Alors, pour commencer, je vous propose de visualiser une courte vidéo qui permet de poser un peu le fonctionnement général de l'outil. Je vais partager notre écran. Dépôt sauvage, balisage défectueux, incident de sécurité, conflit d'usage. Comment gérer efficacement ce type d'incident et préserver la qualité de vos sites de pratique? Une solution existe. Une solution simple et efficace, partout en France. Suricat. Tous les jours, des pratiquants de sport de nature utilisent cette application. On les appelle sentinelles. Lorsqu'elle constate un problème sur son lieu de pratique, elle le localise et en informe rapidement Suricat. À chaque signalement, un administrateur du territoire reçoit une notification dans sa boîte mail, puis se connecte à l'outil pour gérer et suivre chaque signalement. Il informe avec précision les agents de terrain qui traitent le problème sur site avant de valider la résolution dans l'outil. Suricat, c'est plus de 2000 sentinelles actives sur le terrain et un réseau déjà opérationnel. Élus,
Techniciens, dirigeants, vous aussi, passez à l'action. Gérez et valorisez votre territoire en rejoignant Suricat. Rendez-vous sur le site sentinelle.sportdenature.fr. Voilà pour cette entrée en matière. Alors, je vais partager mon écran. Donc, vous l'aurez compris, donc Suricat, c'est un outil qui permet aux pratiquants de faire remonter aux différents gestionnaires du territoire les problématiques qu'ils rencontrent au cours de leur pratique. Donc, pour ce faire, les sentinelles ont 3 possibilités. Soit ils se rendent sur le site internet de Suricat, et donc dans ce cas-là, on sera plutôt après la sortie Sport Nature, quand ils rentrent chez eux et sur leur ordinateur, et ils devront eux-mêmes positionner le lieu du problème rencontré sur la carte. Donc ça peut entraîner parfois quelques erreurs de géolocalisation, mais globalement, bon, la carte est précise et ça fonctionne plutôt bien. Deuxième solution pour eux, c'est d'utiliser l'application pour smartphone et iPhone. Et dans ce cas-là, ils pourront réaliser leur signalement directement sur le terrain au moment où ils rencontrent le problème et ils seront automatiquement géolocalisés. Donc ça va réduire les erreurs de géolocalisation. Alors là, je fais une petite parenthèse parce qu'en ce moment, on a un problème avec l'appli suite à des mises à jour des stores. Pour tous les nouveaux téléphones, actuellement, il est impossible de la télécharger. Donc, on est en train de faire le développement nécessaire et on espère que dans les semaines à venir, ça refonctionne normalement. Pour ceux qui avaient déjà téléchargé l'application, ça fonctionne très bien. Je referme la parenthèse. Troisième possibilité pour les sentinelles de réaliser des signalements, ça va être de les faire directement sur les outils de nos partenaires, les outils numériques de nos partenaires qui ont connecté Suricat à leur site internet ou à leur application sur lequel ils font la promotion des sports de nature. Donc dans ce cas-là, ils ne quitteront pas le site internet du partenaire, ils feront leur signalement directement sur leur site ou leur appli et ça retombera automatiquement dans Suricat et ce sera distribué au réseau d'administrateurs identifiés. Donc ça, on y reviendra dans la troisième partie. Je vous propose une deuxième courte vidéo pour visualiser comment on fait un signalement via l'application mobile. Pour signaler un incident, il suffit au pratiquant de télécharger l'application Suricat sur son téléphone. Donc, on ouvre l'application, on clique ensuite sur « Signaler un problème ». Le pratiquant va être automatiquement géolocalisé. Lorsque la couverture GPS ne permet pas de nous géolocaliser, on peut le faire manuellement en allant cliquer sur le lieu où on se situe. Une fois qu'on a géolocalisé le lieu, on valide les coordonnées, puis on renseigne l'activité concernée. Donc, on va considérer aujourd'hui que c'est de la randonnée pédestre. On sélectionne ensuite le type de problème. On précise l'ampleur du signalement. Est-ce que la pratique reste possible? Est-ce qu'elle est difficile, voire impossible? On renseigne son courriel lorsque c'est la première utilisation. Lors du premier signalement, la sentinelle recevra un mail lui demandant de créer son compte Suricat pour confirmer son signalement. On décrit ensuite par texte le problème. Et on peut y joindre 1 à 3 photos, soit en les sélectionnant depuis ces photos, soit en utilisant la caméra du téléphone pour la prendre en direct. Une fois qu'on a rempli tous ces champs, on envoie le signalement et on reçoit un message de confirmation et un mail sur notre adresse mail qui nous demande de confirmer le signalement. Une fois qu'on a confirmé le signalement, il est transmis au réseau d'administrateurs.
Voilà, donc vous pouvez voir que c'est relativement simple et rapide pour une sentinelle de de déposer un signalement dans l'outil. Donc, on l'a brièvement vu, dans Suricat, on peut réaliser 4 types de signalements pour déclarer 4 types d'incidents. Tout ce qui concerne la signalétique et le balisage, les problématiques qui concernent l'environnement, donc là, on est souvent sur des décharges sauvages ou des poubelles qui traînent. Les problématiques de conflit d'usage avec les autres utilisateurs de la nature. Et enfin, une problématique qu'on a nommée incident sécurité. Donc là, on va retrouver tout ce qui concerne des arbres en travers des sentiers, du mobilier qui est en train de s'écrouler, un bloc rocheux sur une falaise d'escalade qui bouge, etc. Alors, comment ça fonctionne globalement? Donc, vous avez ici à gauche le pratiquant, la sentinelle, qui va déposer son signalement. Donc, elle va remplir les différents champs qu'on vient de voir, l'activité concernée, la localisation, le type d'incident concerné parmi les 4 que je viens de vous présenter. Est-ce que est-ce que la pratique reste possible? Est-ce qu'elle est difficile ou impossible? Il va décrire par texte le problème rencontré et il va joindre 1 à 3 photos. Une fois qu'il a réalisé ça, il a envoyé son signalement, donc il reçoit un mail de confirmation avec un lien hypertexte sur lequel il clique pour confirmer le signalement. Je refais une petite parenthèse, on a ajouté ce mail de confirmation parce qu'initialement on ne l'avait pas mis en place et on recevait beaucoup de faux signalements réalisés par des robots sur Internet. Donc on a été obligé de mettre en place ce système. Donc une fois qu'il a confirmé son signalement, le signalement arrive dans Suricat au statut déposé et va être distribué aux différents administrateurs préidentifiés qui disposent d'un compte et dont le paramétrage de ce compte correspond au signalement en question. Il arrive au statut déposé. Parmi ces administrateurs, un va considérer être en capacité de le prendre en charge et il va faire évoluer le statut du signalement de déposé à en cours de traitement. Il va résoudre le signalement sur terrain et ensuite il va de nouveau faire évoluer le statut de en cours de traitement à résolu. Il peut arriver que la problématique soulevée n'est pas résolvable et dans ce cas-là, il va le classer sans suite. Et puis, on a rajouté également ce statut pris en compte à la demande des administrateurs. Et ce statut, en gros, il permet d'indiquer à la sentinelle qu'on a bien reçu son signalement, qu'on le prend en charge, qu'on va essayer de le résoudre, mais qu'au vu de la problématique, on sait pertinemment que ce ne sera pas résolu dans les jours, les semaines, voire les mois à venir, que ça va être long. Donc, on le classe au statut pris en compte. À chaque fois que le statut d'un signalement évolue, un mail automatique est envoyé à la sentinelle qui a réalisé le signalement pour l'informer de l'évolution de la prise en charge de son signalement. Et on demande à l'administrateur, quand il fait évoluer un statut, qu'il explique en une phrase pourquoi ce changement de statut. Alors, on a des messages prédéfinis enregistrés et ils sont personnalisables par les administrateurs. Alors, comment est affecté un signalement à tel ou tel administrateur dans le réseau? Pour ça, on va se baser sur 3 types d'informations. La première, ça va être le point géographique du signalement. À partir de ce point GPS, Suricat interroge les ressources de l'IGN pour connaître dans quel département, dans quel EPCI, quelle commune, voire dans quel parc national, quel parc naturel régional ou quelle réserve naturelle est situé le signalement. Ça, c'est la première information. Deuxième information, c'est quel type d'activité est concerné par le signalement. Troisième information, quel type de signalement a été réalisé. Est-ce que c'est de la signalétique, de l'environnement, conflit d'usage ou de la sécurité d'incident. En fonction de ces 3 paramètres, tous les comptes administrateurs qui correspondent à ces 3 paramètres recevront le signalement en question.
Donc, ça veut dire en creux qu'on peut nous paramétrer un compte administrateur en fonction de ces 3 éléments. On peut lui attribuer donc une emprise géographique avec un minimum. L'emprise minimum, ça va être la commune. On peut aller de la commune à l'emprise nationale ou attribuer l'emprise d'une communauté de communes, d'un département, etc. On peut définir les activités sport de nature que l'administrateur souhaite recevoir et on peut lui définir également les types d'incidents qu'il souhaite recevoir parmi les 4 qu'on a vus précédemment. Je fais un petit... J'insiste sur le côté emprise géographique. C'est bien l'emprise minimum, c'est bien une commune. On ne peut pas attribuer uniquement l'emprise d'un site de pratique. Vous me diriez, je souhaite devenir administrateur, mais j'ai en charge uniquement le site VTT de ma communauté de communes. Je veux recevoir les signalements qui se situent uniquement sur les itinéraires du site VTT. Ça, c'est pas possible. On sera obligé de vous attribuer les communes sur lesquelles est situé le site VTT et potentiellement vous pourrez recevoir des signalements qui sont réalisés sur ces communes mais un peu à côté des itinéraires du site VTT. Ça, c'est une limite qu'on a actuellement dans l'outil. Alors, comment se déploie ce réseau d'administrateurs? Qui sont-ils et quel rôle ont-ils dans le réseau? Donc, on a 4 types d'acteurs. On a d'une part les collectivités territoriales. Donc là, globalement, on va avoir les collectivités du département jusqu'aux communautés de communes. On a parfois des communes qui sont administratrices, mais globalement, à l'échelle nationale, ça va surtout s'arrêter au niveau communauté de communes. On va avoir les services de l'État. Donc là, c'est principalement les agents du ministère des Sports situés dans les services déconcentrés, les SDJES à l'échelle départementale et parfois les DRAGES au niveau régional. On a le mouvement sportif avec les fédérations sportives, souvent la fédération au national et jusqu'à l'échelon comité départemental. Là, comme pour les collectivités territoriales, dans de rares cas, on a des clubs localement qui sont administrateurs, clubs affiliés à une fédération, mais ça reste très, très minoritaire. Globalement, on s'arrête au niveau comité départemental. Et puis enfin, on a une 4e catégorie d'acteurs qu'on a nommé gestionnaires d'espaces naturels. Et sous cette catégorie, on y regroupe les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux, les réserves naturelles, les conservatoires d'espaces naturels, globalement. Donc ça, c'est nos 4 types d'acteurs. Et puis, on a 3 rôles au sein de ce réseau d'administrateurs. Donc, on a un premier rôle de gestionnaire, ensuite on a un rôle de coordinateur et un rôle d'administrateur. Donc, le gestionnaire, en gros, c'est nous, Pôle Ressources Nationales Sport et Nature. Et nous, notre rôle, c'est de développer l'outil informatique sur ICAT, faire en sorte qu'il fonctionne, donc régler les bugs informatiques qui peuvent apparaître, qu'on peut nous faire remonter, soit par les sentinelles, soit par les administrateurs. Et puis faire des développements en fonction des attentes du réseau administrateur. On a un rôle de mise en réseau donc des professionnels de ce réseau d'administrateurs et de développer ce réseau d'administrateurs à l'échelle nationale. Donc, typiquement, comme par des opérations comme aujourd'hui, hein, où on vous présente l'outil, peut-être suite à ce webinaire, vous intégrerez ce réseau d'administrateurs. Et puis, on essaie d'animer ce réseau. Donc, une fois par an, on organise un webinaire national où on invite tout le réseau d'administrateurs. Donc, on verra par la suite dans les chiffres clés. Aujourd'hui, on est à 1500 membres de ce réseau administrateur.
Donc, on les invite sur un webinaire national une fois par an, et puis on essaie de réaliser une fois par an également un club utilisateur en présentiel, là où on restreint un peu les invitations parce qu'on ne peut pas inviter les 1500. Et puis, un dernier rôle qu'on a, c'est de communiquer sur l'outil, à la fois auprès des pratiquants, du grand public, que des professionnels et des futurs potentiels administrateurs. Voilà, donc ça représente une équipe de 3 personnes au sein du pôle ressources, ce qui fait à peu près un ETP. Deuxième rôle, c'est les coordinateurs et coordinatrices. Donc ça, c'est une fonction qu'on a ajoutée dans la V2 de Turicat en 2020. Initialement, c'était nous, gestionnaires, qui devions identifier partout sur le territoire français les structures et les personnes dans ces structures qui souhaitaient devenir administrateurs, avoir un compte administrateur. C'est nous qui devions leur créer ces comptes. Et vous imaginez que c'était assez compliqué pour nous de réussir à identifier partout sur le territoire, de manière assez fine, les personnes en question. Donc, on a créé ce rôle de coordinateur en 2020 et ce rôle, il permet à une échelle plus locale d'avoir un coordinateur qui lui-même va pouvoir développer son réseau d'administrateurs. Donc, on va prendre l'exemple, par exemple, des collectivités territoriales. Souvent, on va avoir les départements qui vont se positionner en tant que coordinateurs et qui vont identifier au sein de leur département, au sein des différents EPCI, éventuellement des communes, lesquels souhaitent intégrer le réseau, et ils auront la possibilité de leur créer leur compte administrateur directement. Ça fonctionne de la même manière pour les fédérations sportives, où si on prend l'exemple par exemple de la Fédération française de randonnée pédestre, j'ai 2 coordinatrices à la fédération à Paris qui identifient au sein de chaque comité départemental de la randonnée pédestre un administrateur, et elles leur créent le compte administrateur et elles tiennent à jour cet annuaire des comptes lorsqu'elles ont connaissance d'un départ d'un administrateur, et vont pouvoir supprimer le compte et puis en créer un autre pour son remplaçant, etc. Donc, le rôle de ces coordinateurs, c'est bien de développer et d'animer leur réseau à une échelle plus locale, d'organiser, de suivre la prise en charge des signalements de leur réseau qu'ils auront développé. Et puis, comme pour nous gestionnaires, on va leur demander d'essayer de faire la promotion du dispositif localement auprès des pratiquants et des partenaires. Et enfin, donc, on a le rôle central, on va dire, dans Suricat, celui d'administrateur et d'administratrice. Donc là, c'est vraiment l'objectif de l'administrateur, c'est de prendre en charge les signalements qu'il reçoit et d'essayer de les traiter, de les résoudre. Donc là, on a 2 cas de figure. On va dire l'action directe, qui n'est pas la plus fréquente, où c'est dans les compétences et la fiche de poste de l'administrateur que d'aller sur le terrain résoudre le signalement. Mettons qu'il est en charge du balisage de son réseau de sentiers, il reçoit un signalement sur un de ses sentiers qui lui indique qu'il manque une balise ou qu'un poteau a été arraché. Il va le prendre en charge, donc il va faire évoluer le statut de déposé en cours de traitement. La semaine suivante, il va aller sur le terrain, il va remettre une balise, et puis il va revenir au bureau, et de nouveau, il va faire évoluer le statut de en cours de traitement à résolu. Ça, c'est l'action directe. Le deuxième cas de figure qui est assez fréquent, c'est plutôt l'action indirecte, et dans ce cas-là, c'est pas dans sa fiche de poste, c'est pas dans ses compétences directes que d'aller sur le terrain résoudre le problème. Donc là, son rôle, ça va être d'identifier quelle est la structure, quelle est la personne qui sera en capacité d'aller concrètement sur le terrain résoudre le problème.
Et lorsqu'elle l'a identifié, elle va lui envoyer toutes les informations du signalement. On verra dans le back-office, il y a une possibilité de créer un lien pour pouvoir l'envoyer par mail avec la personne et toutes les informations. Cette personne va aller sur le terrain, va régler le problème, informera l'administrateur qu'il a résolu le problème, et du coup, l'administrateur, de nouveau, va faire évoluer le statut de en cours de traitement à résoudre. Voilà, ça, c'est les deux cas de figure, l'action directe ou l'action indirecte. Quoi qu'il en soit, l'objectif d'un administrateur, ça va être d'essayer de prendre en charge et de résoudre les signalements qui vont lui être envoyés. Voilà pour cette première partie, pour le fonctionnement global de Suricat. Donc, je vous propose de faire un premier temps de questions-réponses. J'ai vu qu'il y avait quelques questions. Oui, si tu veux, Quentin, on peut te les relayer. Il y avait une première question. Éventuellement, on pourra peut-être réouvrir les micros aussi si les personnes qui les ont posées veulent les préciser. Je ne sais pas, Yoann, si c'est possible. Mais première question d'Astrid Pichaudot, qui est chargée de mission Natura 2000, qui demande si... elle pose la question, il n'est donc pas possible d'avoir des informations à l'échelle d'un site Natura 2000, par exemple? Et Alors puis une non, deuxième question qui rejoint peut-être un peu la première, aussi d'une gestionnaire, Emmanuelle Nog, qui travaille pour le département 35 sur les espaces naturels sensibles et qui indique que vous ne tenez compte comme espace naturel que des parcs naturels régionaux et réserves naturelles. Il manque d'autres sites protégés. Pourquoi ce choix? Par exemple, Natura 2000, espaces naturels sensibles. oui. Alors, pour répondre à la première question, effectivement, on ne va pas pouvoir attribuer l'emprise géographique d'un espace Natura 2000. C'est comme un site de pratique, on pourra attribuer les communes sur lesquelles se situe le site Natura 2000. Et ce sera à l'administrateur, quand il recevra les signalements, de vérifier si c'est dans le site ou pas dans le site. Et si c'est dans le site, il pourra prendre en charge le signalement. Si ce n'est pas dans le site Natura 2000, il pourra lui laisser le signalement, ne pas le prendre en charge. Ça, donc, c'est la première question. La deuxième question, alors, on les prend pas en compte en tant que catégorie gestionnaire d'espaces naturels. Néanmoins, c'est parfaitement possible pour les animateurs Natura 2000 ou un gestionnaire de site Natura 2000 ou d'espaces naturels sensibles d'être administrateur et de recevoir les signalements. Simplement, ils seront plutôt classés dans la catégorie collectivité territoriale. Les comptes vont plutôt être créés à l'initiative du coordinateur départemental, notamment les ENS qui sont gérés par les départements. Ça va être collectivité territoriale. Et Natura 2000, alors, des fois, c'est géré par des associations, mais on les classe plutôt dans la catégorie collectivité territoriale. Ça, en soi, c'est un peu du détail. C'est plutôt, après, quand on visualise dans les statistiques, nous, on va dire, il y a tant de comptes collectivités, tant de comptes gestionnaires d'espaces naturels, et ils seront classés plutôt dans la catégorie collectivité territoriale. Mais en termes de prise en charge des signalements de compte administrateur, il n'y a aucun problème pour qu'ils puissent avoir un compte administrateur et recevoir les signalements. Que ça répond à la question. Est-ce à dire que pour les comptes administrateurs, il faut désigner des communes d'intervention? Tout à fait. En fait, on va paramétrer à la création du compte, on va paramétrer son compte sur une emprise géographique. Donc l'emprise, c'est vraiment au choix de l'administrateur. La seule contrainte, c'est que on n'ira pas au-delà de son champ de
compétence entre guillemets, c'est-à-dire qu'un département, par exemple, il aura au maximum l'emprise du département. Il n'aura pas les départements d'à côté. Une communauté de communes aura au maximum une emprise de la communauté de communes. Par contre, après, on peut réduire si l'administrateur dit, bah, moi, je suis un agent de la communauté de communes, mais je souhaite ne recevoir les signalements que sur ces 4 ou 5 communes de la communauté de communes. Ça, on peut réduire à ces 4 ou 5 communes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que pour le moment, tout est clair? Il semblerait. Du coup, Pas d'autres questions en tout cas. ouais. Ah, s'il y a une dernière question, je te laisse peut-être la. Oui, alors je ne suis pas totalement du secteur, plutôt côté formation. Je me demandais s'il existait déjà des outils de la sorte initialement. Alors moi, je sais qu'il existait un type d'outil, mais c'était côté Fédération française de la randonnée pédestre. Eux, ils avaient déjà mis en place un système avec des fiches éco-veille pour faire remonter des signalements sur les sentiers. Donc c'était un système de fiches papier que le randonneur, le pratiquant pouvait déposer en mairie, en communauté de communes et qui remontait à la fédération qui distribuait à ses administrateurs. Depuis qu'on a travaillé, qu'on a développé cet outil, la Fédé de randonnée pédestre est très investie à nos côtés sur cet outil et a du coup arrêté son système fichier Coveil et passé sur Suricat. Après, d'autres outils numériques, entre guillemets, de ce type-là, j'en connais pas. Je sais qu'il y a des fournisseurs de services type Visorando qui ont récemment proposé des outils de signalement, mais ça n'a rien à voir avec avec Suricat, dans le sens où derrière, il n'y a pas de réseau administrateur, ça ne remonte pas au gestionnaire. C'est vraiment entre utilisateurs des applications. Et je vois qu'il y a Evelyne Combe qui parle de gardien de la rivière pour la Fédération française de canoë-kayak. Effectivement, si vous souhaitez en quelques mots compléter. C'est un dispositif donc, qui est mis en place par la fédération avec la commission Cité, Espace et Itinéraire et qui permet effectivement, quand un kayakiste rencontre un obstacle ou un problème d'embarquement et de débarquement ou de pollution sur l'eau, de pouvoir le signaler à la fédération et à cette commission qui, à mon sens, ça rejoint un petit peu ce que vous faites, hein, peut trouver une solution pour résoudre le problème. Voilà. Et puis c'est surtout pour, en cas de problématique sur, par exemple, un tronc d'arbre au milieu de l'eau, de prévenir l'ensemble des pratiquants qu'il y a un danger et que la navigation doit être vérifiée en amont afin qu'il n'y ait pas de problématique d'accidentologie, quoi. Voilà. Mais j'ai cru comprendre que la fédération était aussi partenaire du dispositif Suricat. Donc peut-être qu'à un moment donné, tous ces dispositifs vont se rassembler et on aura peut-être un petit peu moins de choses à droite et à gauche, ce qui serait plutôt pas mal, hein. Tout à fait. C'est ce que j'allais compléter. Effectivement, la Fédération française de canoë-kayak est partenaire de Suricat, notamment, donc, elle a connecté Suricat à son application Pagap et sur le site internet de la fédération, elle fait la promotion de Suricat pour faire les signalements. Et derrière, on a des comptes administrateurs de la fédération de canoë-kayak qui reçoit les signalements qui concernent le canoë-kayak. S'il y a des choses, ça devient juste. L'idée, c'est vraiment que, enfin, c'est, à mon sens et à ma connaissance aujourd'hui, c'est l'outil officiel.
du ministère des Sports pour tout ce qui va concerner les activités sportives de nature. Et l'idée, c'est bien de connecter, que les partenaires puissent s'appuyer sur Suricat, comme par exemple pour le cas de la Fédération de canoë-kayak. Tout ce qui va remonter dans Suricat, ils en seront destinataires via leur compte administrateur. Et eux-mêmes, en tant que gardiens de la rivière, peuvent utiliser l'application pour faire des signalements lorsqu'ils rencontrent des embâcles ou des problèmes sur la rivière. Et ça retombera également dans Suricat. Alors, on va y venir sur à qui s'adresser. Enfin, je peux même y répondre tout de suite. On l'a vu, ça va fonctionner par différents réseaux selon le type d'acteur. Donc, si vous êtes un comité départemental sportif, il va falloir vous adresser à votre fédération et au coordinateur sur les cadres de votre fédération. Si vous n'en avez pas, parce que toutes les fédérations ne sont pas forcément impliquées dans le dispositif, de la même manière, toutes les collectivités, les départements ne sont pas toujours impliqués non plus dans le dispositif. Si vous n'avez pas de coordinateur ou vous ne savez pas à qui vous adresser, vous pouvez nous contacter au pôle ressources, soit directement, soit en passant par le site internet de Suricat. Il y a un onglet contact et ça nous revient. Et dans ce cas-là, soit je vous réoriente vers les bons interlocuteurs, soit s'il n'existe pas de coordinateur, c'est nous qui pouvons vous faire le compte administrateur. Parfois, si on prend les collectivités territoriales, donc là c'est pareil, si vous êtes un EPCI, il vous faut contacter votre département. Si vous avez un coordinateur départemental, il pourra vous présenter l'outil, vous créer votre compte, etc. Parfois, dans certains départements, en l'absence du département, ça peut être un collègue dans les services déconcentrés en SDJES qui va être coordinateur et qui va pouvoir vous faire ce compte. Et s'il n'y a pas de coordinateur, ni dans les services déconcentrés, ni au département, de nouveau, vous pouvez nous contacter. On vous créera un compte. Voilà, on essaie comme ça de couvrir toute la France et tous les cas de figure. Et j'ai envie de dire, pour être le plus simple, si vous ne savez pas à qui vous adresser, adressez-vous à nous pour le ressources et puis on vous réorientera si besoin. Alors, l'annuaire, existe-t-il un annuaire des coordinateurs administrateurs par département? Il n'y a pas d'annuaire public. Quand on est administrateur, on a la possibilité de voir qui sont les administrateurs qui reçoivent également les signalements qu'on reçoit. Mais tant qu'on n'est pas dans la démarche, tant qu'on n'est pas administrateur, il n'y a pas d'annuaire public accessible comme ça. Il vaut mieux soit vous tourner vers votre département, soit vers nous, et soit vers le service déconcentré de votre département. Je vous propose du coup de poursuivre. Alors, donc là, je vais vous présenter quelques chiffres clés. Donc, j'ai repris les principaux indicateurs depuis 2019, donc le nombre de sentinelles, le nombre de signalements et le nombre d'administrateurs qui constituent le réseau. Donc, vous voyez qu'en 2019, donc, je vous disais tout à l'heure, la V2 qui a introduit le rôle de coordinateur, elle a été mise en place en 2020. Avant ça, c'était nous, pour le ressource, qui devions donc identifier à l'échelle nationale les administrateurs. Donc en 2019, on avait 1500 sentinelles globalement qui ont déposé 3000 signalements et qui étaient pris en compte par 350 administrateurs à l'échelle nationale. Et globalement, depuis la mise en place de Suricat qui a eu lieu en 2013-2014, on stagnait à peu près à 300-350 administrateurs.
En 2020, on a mis en place donc la V2 et le rôle de coordinateur. On est passé à 600 administrateurs. Et vous voyez, en 2024, on était à 1400 administrateurs pour 4600 sentinelles qu'on déposait, un total de 12 500 signalements à l'échelle nationale toujours. 1400 et aujourd'hui, là, au mois de mai, on est 1500, je crois 1551. On a 1551 comptes administrateurs enregistrés. Donc, vous voyez que ça progresse quand même assez fortement chaque année et donc on espère que ça poursuive cet ordre de grandeur, on va dire, de déploiement. En termes de résolution, de prise en charge des signalements, globalement, on est assez stable autour de 66-67% de prise en charge des signalements chaque année. Le petit focus sur ce réseau administrateur, donc au mois de mai, je vous disais 1550 membres, et ça va être réparti de la sorte. 60% des comptes administrateurs de ces 1550 comptes vont être détenus par les collectivités territoriales. Les agents dépendront des collectivités territoriales. 31% de ces comptes dépendent du mouvement sportif, fédérations, comités départementaux, comités régionaux, etc. 6%, ça va être des agents du ministère des Sports, globalement, et 3%, c'est donc les gestionnaires d'espaces naturels, parcs nationaux, parcs régionaux, réserves, conservatoires. Si on se focalise sur les signalements donc en 2024, donc je vous disais 4600 sentinelles qu'on déposé, 12 496 signalements. Globalement, on est assez équilibré entre des problèmes d'environnement, de balisage ou d'incidents sécurité. Là, je fais une petite parenthèse sur les incidents tagués environnement. Régulièrement, les sentinelles se trompent, entre guillemets, et vont classer les arbres en travers des sentiers dans la catégorie environnement. Nous, on l'attend plutôt dans la catégorie incident sécurité, mais voilà, ça arrive fréquemment que ça se retrouve dans cette catégorie, donc ça va venir gonfler un peu le pourcentage de la catégorie environnement. Alors, il est possible pour les administrateurs de reclasser un signalement s'il ne correspond pas à la bonne catégorie, ce qui permet derrière que ce signalement soit de nouveau transmis aux administrateurs concernés par la nouvelle catégorie. Je referme cette parenthèse. Les conflits d'usage remontent assez peu dans Suricat et sont stables. On est à 5% quasiment tous les ans. Si on regarde ces signalements par leur statut, nous, le chiffre auquel on est attentif, c'est celui-ci, les 29% de signalements qui sont restés au statut déposé. Donc sur ces 12 500 signalements, il y en a 29% qui, en décembre 2024, à la fin de l'année, n'avaient été pris en charge par personne. Donc nous, c'est ça c'est entre autres à ce pourcentage qu'on est attentif et qu'on essaie de réduire un maximum pour rendre l'outil le plus opérationnel possible. Et pour ça, la stratégie, c'est vraiment de développer un maximum le réseau administrateur. On part du principe que plus on aura d'administrateurs à une échelle très locale, plus il y a de chances que parmi ces administrateurs, un soit en capacité d'agir sur la problématique. Maintenant, si on voit le verre à moitié plein, ça veut dire aussi qu'on a 71% de ces 12 500 signalements qui, d'une manière ou d'une autre, ont été pris en charge au cours de l'année. Alors, 25% résolus et les autres étaient soit en cours de traitement, soit pris en compte. Et pour 10%, ils ont été classés sans suite. Si on regarde par type d'activité, donc vous voyez que c'est très majoritairement des signalements qui concernent la randonnée pédestre. Donc, il y a
plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça, hein. La première étant que la randonnée pédestre, c'est l'activité la plus pratiquée par les Français, toute activité sport nature confondue. Et puis, on l'a évoqué tout à l'heure, la Fédération de randonnée pédestre est très impliquée dans le dispositif. Elle avait déjà une culture du signalement, elle avait déjà l'habitude d'inciter ses adhérents à faire remonter les problématiques. Elle avait déjà un réseau d'administrateurs opérationnels sur le territoire. Donc, ça peut aussi expliquer que ça fasse remonter plus d'incidents sur l'activité randonnée pédestre. La deuxième activité qui ressort, ça va être le VTT gravel. La troisième, c'est le cyclisme sur route, sur piste cyclable, le vélo de voie verte. Ensuite, on a l'équitation, le trail, course à pied, l'escalade, canoë-kayak, raquette à neige, CO. Puis après, bon, ça devient plus ou moins anecdotique. Néanmoins, toutes les activités sport nature peuvent être déclarées dans Suricat et on vous encourage à le faire connaître. Si on regarde à l'échelle des départements, globalement, tous les départements ont reçu à minima un signalement dans l'année 2024, toujours. En moyenne, c'est 126 signalements par département. C'est une moyenne. Vous voyez, il y a des départements en vert sombre. C'est les départements qui reçoivent le plus de signalements. Pour vous donner une idée, en Isère, me semble-t-il, en 2024, ils étaient autour de 1200 signalements reçus. Donc, voilà, ça veut dire qu'il y a d'autres départements très clairs qui recevront peut-être une dizaine de signalements dans l'année actuellement. Un dernier chiffre au niveau national, pour vous rendre compte un peu de la progression de l'outil. On a comparé les mois de juillet-août 2024 à juillet-août 2023. Et en 2024, on a eu 43% de signalements supplémentaires par rapport à 2023 et qui ont été réalisés par 35% de sentinelles supplémentaires. Donc ça se déploie, ça progresse assez bien chaque année. Là, je vous propose maintenant de zoomer sur la région Bretagne. Donc, à l'échelle de la région, en 2024, ça a été 808 signalements réalisés par 283 sentinelles. Vous avez le détail par département ici, donc les Côtes-d'Armor qui ont reçu le plus de signalements, le Morbihan, celui qui en a reçu le moins. Si on regarde donc par type de signalement, c'est à peu près équivalent à la moyenne nationale, un tout petit peu plus de conflits d'usage. Mais bon, c'est assez peu significatif. Si on regarde les signalements par statut, là, on est plutôt assez performant sur la région Bretagne, vu qu'il n'y a que 18% de ces signalements qui n'ont pas été pris en charge, alors que, je vous rappelle, la moyenne nationale, c'est 29% en 2024. Donc ça, c'est plutôt très positif. Et puis, si on regarde le détail par activité, c'est assez semblable à l'échelle nationale, randonnée pédestre, VTT, cyclisme, équitation ou trail. La petite spécificité de votre région, char à voile qui remonte. J'avais pas eu trop l'occasion de voir des signalements sur le char à voile jusqu'à présent. Voilà, il y a un petit peu moins de prégnance de l'activité randonnée pédestre à l'échelle de la région pédestre, de la région Bretagne. J'ai fait un petit zoom par département. Donc là, sur les cartos, vous voyez tous les signalements de 2024 avec le petit code couleur que vous avez en bas. Et puis, j'ai regardé donc, par département les statuts. Donc, globalement, c'est assez performant. Voilà. Peut-être beaucoup en cours de traitement, mais ça, il faut un certain temps pour pouvoir résoudre les signalements. Voilà, c'était plus pour illustrer à l'échelle de vos départements.
Maintenant, je vous propose de zoomer sur le réseau administrateur. Donc, à l'échelle de la région, on a un total de 94 comptes administrateurs qui vont recevoir les signalements qui seront réalisés sur la région Bretagne. Mais parmi ces 94 comptes, on en a presque 40% qui sont des comptes paramétrés sur une emprise nationale. Donc, ils reçoivent les signalements de la région Bretagne comme ils reçoivent ceux qui arrivent en Occitanie ou en région sud. Donc, globalement, quand on s'intéresse à la prise en charge des signalements, ces comptes-là, ce n'est pas ces personnes qui vont agir sur les signalements. Ça va plutôt être soit des coordinateurs, soit des administrateurs, mais qui vont être plus sur du suivi, de l'observation que de la résolution à proprement parler. Donc, voilà, après, on a 25% de comptes qui ont une emprise à l'échelle d'un EPCI en Bretagne, 30% des comptes qui ont une emprise de département, et puis on a 3 comptes qui ont l'emprise de la région. Ensuite, j'ai fait un petit zoom par département et en écartant du coup les comptes d'emprise nationale pour vraiment plus zoomer sur la capacité d'action, la capacité de prise en charge des signalements. Donc là, vous voyez la répartition. Dans le Finistère, il s'est un peu plus développé le réseau avec 20 comptes qui sont sur une emprise soit départementale, soit infradépartementale. 18 comptes dans les Côtes-d'Armor, et puis donc Morbihan, Ille-et-Vilaine, 8 comptes. C'est peut-être sur ces 2 départements qu'il faudrait développer un peu plus le réseau. Et puis voilà, ici c'est pareil, par département, vous avez le détail de ces comptes par type d'acteurs. Donc en bleu, c'est le mouvement sportif, plutôt les comités départementaux. En orange, vous avez les comptes des conseils départementaux. En vert, l'emprise des comptes des SDJES, agents du ministère des Sports. Et en rouge, donc c'est les collectivités. Donc là, on peut constater que sur l'Ille-et-Vilaine et le Morbihan, actuellement, on n'a aucune collectivité locale, aucune communauté de communes qui est administrateur. Et sur l'Ille-et-Vilaine, on a un compte administrateur au sein de l'UPCI. Donc, moi, ce que je constate à l'échelle nationale, c'est que là où les signalements sont plus pris en charge, c'est lorsqu'on arrive à avoir un réseau de PCI qui les reçoivent. Si on reste à une échelle plutôt départementale, bon, les signalements sont quand même pris en charge, mais de manière plus lente et un peu moins efficacement. Voilà pour cette deuxième partie donc, sur les chiffres clés. Est-ce que ça amène des réactions, des questions? N'hésitez pas à lever la main et ouvrir le micro si c'est plus simple pour interagir avec Quentin. Sinon, on va continuer et on prendra les questions à la fin. Ouais. Alors, je poursuis. Donc, petite présentation donc, du coup, des outils de communication et puis de l'API. Je vous ai parlé brièvement au début de la présentation. Donc, je vous disais pour globalement, quand des partenaires nous contactent pour intégrer le réseau d'administrateurs, c'est que vous souhaitez avoir des retours de terrain. Et pour avoir ces retours de terrain, encore faut-il que le public, les pratiquants connaissent l'outil et puissent s'en servir. Donc nous, on vous encourage systématiquement, lorsque vous intégrez le réseau, à communiquer sur vos territoires. Pour ça, on a développé différents outils assez classiques. Donc vous avez des affiches
au format A4, des flyers déclinés sur toutes les activités sport de nature, qui sont elles-mêmes déclinables par vos soins si vous souhaitez y intégrer une photo emblématique de votre territoire, c'est possible. Si vous souhaitez y ajouter vos logos, c'est possible. On a également donc un petit flyer et un petit document qui présente très succinctement ce qu'est l'outil Suricat. On a des gabarits, un gabarit pour faire de la communication sur les réseaux sociaux, que vous pouvez utiliser. Et puis, donc on a deux petites vidéos, celle que je vous ai présentée au tout début, qui était plutôt orientée élu technicien, et on a le même type de vidéo qui est, elle, orientée grand public, et qui typiquement peut être projetée sur un écran dans un office de tourisme ou sur un événement sportif, etc. Et puis, on a ce logo QR code. Donc, ce logo, on vous incite, on vous encourage à le mettre si vous réalisez des cartes du territoire qui présentent les différents sites de pratique, si vous faites des topo-guides, si vous refaites des panneaux de départ de randonnée. On vous encourage à les apposer sur ces supports. Le pratiquant, le lecteur pourra le voir, il pourra flasher le QR code, il retombera directement sur le site internet où il aura la possibilité de faire un signalement et où il trouvera aussi le lien pour télécharger l'application si ça l'intéresse. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. Au national, on a nos partenaires qui communiquent. Donc là, c'est principalement les fédérations dans leur magazine, dans leur newsletter, sur les réseaux sociaux, leur site internet. Et puis à l'échelle plus locale, pareil, je vous ai mis des exemples de communautés de communes qui ont intégré, là c'est un panneau de départ de sentier, ils ont mis le logo QR code, un post LinkedIn réalisé par le conseil départemental du Jura. Là on a un plan de la ville. Alors, plan de la ville, on est peut-être à la limite, entre guillemets, de la cible qu'on souhaite toucher, qui est vraiment les pratiquants sport de nature, mais bon, pourquoi pas. Voilà, et donc pour ça, je vous disais, on est 3 collègues au pôle à travailler sur ICAT, et notamment donc Amélie Fraisse, qui est ma collègue chargée de communication sur le dispositif. Donc elle peut, si vous avez des projets de communication sur ICAT, que vous avez besoin de photos, de conseils, il n'y a pas de souci, elle vous accompagnera et vous répondra. Et puis, je vous disais juste avant, on a des affiches, donc affiches et flyers personnalisables. Ce qu'on vous demande par contre, si vous le faites, c'est de nous les envoyer au préalable pour qu'on vous les valide, entre guillemets, qu'on s'assure que ça corresponde à la charte graphique que vous trouvez aussi en ligne sur vos espaces. Voilà, ça c'est donc Amélie qui s'occupe de ça. Et puis, donc, l'API, je vous disais, c'est la troisième possibilité pour un pratiquant de réaliser un signalement, c'est d'utiliser les outils numériques de nos partenaires qui ont connecté sur ICAT à leur site internet ou à leur application. Pour faire cette connexion, donc, on a une API, donc, on a 38 partenaires actuellement qui ont utilisé cette API pour connecter leurs outils. Donc je vous ai mis là, vous avez la liste des partenaires qui n'est pas tout à fait complète, les derniers n'étant pas encore dans le tableau. Là, par exemple, je vous ai mis l'illustration du conseil départemental du Jura. Qui a intégré récemment. Donc, on peut cliquer sur balade et randonnée, on va avoir toutes les balades. On clique sur une balade, on arrive sur le topo guide avec la carto et on a la possibilité donc de faire un signalement sur le sentier en question et ça retombera derrière dans Suricat.
Donc ça représente une vingtaine de sites internet, une dizaine d'applications de partenaires sur lesquels on peut aussi faire des signalements qui retombent dans le réseau sur ICAT. Pour cette API, si vous souhaitez l'intégrer, l'utiliser pour connecter votre site ou votre appli, là, on conventionne entre votre structure et notre structure Pôle Ressources. Ça reste, c'est gratuit, mais il faut signer cette convention et une fois qu'on l'a signée, on vous transmet une clé de pré-production, la documentation technique. Vous faites le petit développement nécessaire, on vérifie nous le parcours utilisateur, on vous le valide et ensuite on vous transmet une clé de production qui vous permet de basculer ce développement directement accessible du coup au grand public en ligne. Voilà, ça c'est la procédure. Sur cette question API, il faut directement nous contacter. Là, il n'y a pas de coordinateur. Vous nous contactez en direct et on vous enverra la convention si ça vous intéresse. Voilà pour ce temps sur les outils de communication. Donc, je vous Il y juste avait, précise. ouais, il y avait juste une question sur les outils, Quentin, la disponibilité. Est-ce que c'est réservé aux administrateurs et coordinateurs ou est-ce que c'est ouvert à l'ensemble des acteurs finalement? Oui, alors oui, c'était la précision que j'allais faire. Alors, tout le monde peut communiquer en utilisant ces outils, indépendamment du fait d'être administrateur. Si vous ne souhaitez pas devenir administrateur, mais que vous trouvez un intérêt à développer cet outil sur votre territoire, n'hésitez pas à communiquer. Et tous les outils que je vous ai présentés, ils sont accessibles grand public sur le site sur ICAT. En pied de page, vous verrez, il y a des documents de communication, vous les retrouvez. Et puis après, lorsque vous êtes administrateur, dans votre compte, dans votre back-office, on va le voir juste après là, vous avez un onglet communication où vous retrouvez tous ces documents que vous pouvez utiliser. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques sur ce sujet? Ou est-ce que j'ai été clair? On va pouvoir continuer. Non. Pas de remarques. Très bien. Alors, on en termine donc sur cette dernière partie. Je vous présente donc le back-office, donc l'espace administrateur personnalisé. Donc là, chaque administrateur doit se connecter à son compte administrateur. Donc c'est pareil, on passe par le site internet de Suricat. En haut à droite, ici, vous avez un bouton se connecter. Vous vous connectez avec votre adresse mail et puis votre mot de passe et vous arrivez donc sur cet espace. Vous avez en haut ici trois onglets, donc un onglet signalement, donc l'onglet kit de com dont je viens de vous parler, où vous retrouvez tous les documents de communication, et un onglet aide, j'y reviendrai par la suite. Là, on est sur l'onglet signalement. Et donc, vous avez ici tous les signalements qui vous sont automatiquement attribués, envoyés. Vous pouvez cliquer dessus et dans ce cas-là, ça va ouvrir donc un premier onglet général où vous retrouvez toutes les informations concernant le signalement. Vous y retrouvez les photos si elles ont été jointes au signalement. Je vous disais tout à l'heure, vous avez la possibilité de reclasser le signalement dans la bonne catégorie si vous constatez qu'il a été mal classé. Donc c'est ici que ça se situe, hein. Vous pouvez cliquer sur la balisage et ensuite ne pas oublier d'enregistrer en cliquant sur modifier. C'est ici également que vous prendrez en charge, si vous le souhaitez, le signalement en faisant évoluer le statut. Donc, il arrive au statut déposé, vous cliquez ici, vous avez un menu déroulant où vous choisissez le statut qui vous convient. Là, en cours de traitement, pareil, vous vous enregistrez derrière et du coup, c'est vous qui prenez en charge le signalement. Vous avez un deuxième onglet localisation où vous allez pouvoir visualiser où se situe précisément le signalement.
dans quel PCI, commune, parc, etc. Vous avez ici différents fonds de cartes et notamment vous en avez un cadastral pour visualiser sur quelle parcelle se situe le signalement si vous en avez besoin. Vous avez un onglet suivi, un onglet réseau. On va commencer par l'onglet réseau, donc, qui vous permet de visualiser qui sont les autres administrateurs et les autres coordinateurs qui ont reçu ce même signalement. Euh, Ça vous permet de, voilà, je vous disais, on n'a pas d'annuaire, mais vous pouvez voir à chaque signalement qui sont les autres administrateurs qui le reçoivent. Et puis, donc, vous avez cet onglet suivi qui n'apparaît que lorsque le signalement est pris en charge par quelqu'un. Tant qu'il est au statut déposé, bah, il n'y a pas de suivi à faire, donc il n'y a pas cet onglet n'apparaît pas. Dès lors qu'il est pris en charge par un administrateur, cet onglet apparaîtra. Et ça vous permet de voir quel est l'administrateur parmi ces administrateurs-là, quel est l'administrateur qui a pris en charge le signalement, et puis bah, ça vous permet de voir tous les échanges potentiels qui ont été faits, soit avec la sentinelle, vous avez un bouton ici, message à la sentinelle, vous pouvez, par ce biais-là, communiquer avec la sentinelle si vous avez besoin de plus de détails sur le signalement. Bah, vous pouvez lui faire un message ici. Et l'administrateur qui aura pris en charge le signalement et qui aura fait un message à la sentinelle, eh ben, ce message s'affichera ici. La réponse de la sentinelle s'affichera également ici. Vous pouvez faire un message aux autres administrateurs qui ont reçu ce signalement si vous avez besoin de vous accorder. Et là, de la même manière, bah, ce message apparaîtra là. La réponse des autres administrateurs apparaîtra également ici. Voilà, ça permet à tous les administrateurs qui reçoivent un signalement bah, de pouvoir visualiser où en est la prise en charge du signalement, quels échanges ont eu lieu pour ne pas faire en doublon des démarches. Voilà, ça c'était donc l'onglet signalement et je vais terminer donc le kit de com, j'y reviens pas, hein, c'est tous les documents que je vous ai présentés juste avant. Je termine juste sur l'onglet aide. Si vous devenez administrateur, je vous invite à tout de suite aller sur cet onglet. Vous y retrouvez le guide administrateur ou le guide coordinateur si vous êtes coordinateur en PDF qui vous détaille toutes les étapes par lesquelles, enfin toutes les démarches à faire sur l'outil vous sont expliquées. Et puis vous avez des tutoriels vidéo qui reprend les mêmes étapes que dans le guide, mais en version vidéo si ça vous semble plus pratique. Et puis, vous avez cette possibilité ici de récupérer donc un flux GeoJSON que vous pouvez après intégrer dans un logiciel de SIG, comme QGIS par exemple, et qui vous permettra de visualiser la couche des signalements qui vous sont attribués. Et c'est un flux qui se met à jour toutes les 24 heures automatiquement. Et du coup, bah, tous les nouveaux signalements apparaîtront dans votre couche et vous verrez si vous avez besoin. Alors ça, c'est vraiment de la visualisation. C'est pas par QGIS qu'on prend en charge les signalements, hein. Les signalements, c'est toujours sur votre compte administrateur. Mais ça vous permet de visualiser si vous avez besoin de faire des cartos, de faire un petit rapport, etc. Ça peut être un outil intéressant. Voilà sur le back-office. Et j'en termine sur cette présentation. Est-ce que vous avez des questions sur le back-office ou plus généralement, est-ce que vous avez des questions? Bah, ça semble assez clair, car visiblement, il n'y a pas d'autres questions. Alors, j'ai pas eu le temps de regarder si Pauline Leclerc ou je vois qu'Emmanuel Paul est là. Je me permets, je sais que vous êtes administrateur, que vous êtes coordinateur notamment.
si jamais vous souhaitiez faire un petit retour d'expérience, n'hésitez pas. Oui, Oui, bonjour à Emmanuel. tous. Du coup, Emmanuel Paul, donc je suis chargé de la politique sportive au département des Côtes-d'Armor. Donc moi, je suis arrivé en 2021 et la collègue qui était sur le poste précédemment était administrateur sur CAD, donc je suis tombé dedans dès mon arrivée sans trop avoir eu de tuilage. Donc voilà, j'ai un peu pris en cours et j'ai très vite compris que mon rôle serait plus intéressant en termes de coordinateur, de coordination. Donc j'avais demandé au pôle ressources nationales de passer coordinateur et suite à ça, moi j'ai rencontré les 6 EPCI sur les 8 qui sont présentes sur notre département afin d'identifier au sein de ces EPCI des administrateurs. Donc aujourd'hui, voilà, on a donc des administrateurs dans 6 EPCI sur 8. Voilà, les deux qui restent, y a pas forcément d'interlocuteur et donc pour l'instant, on est un peu en stand-by sur ces EPCI-là. Voilà. Maintenant, une fois que les administrateurs sont identifiés, se pose quand même la question du temps nécessaire pour le traitement des signalements. Donc voilà, là, du coup, je profitais du temps de ce matin pour un peu aller faire le tour. Et voilà, on a des signalements qui sont déposés depuis 2021 et qui n'ont pas été traités. Donc, alors déjà parce que sur cette période-là, sur les secteurs concernés, il n'y avait pas forcément d'administrateur. Moi, quand je suis arrivé, j'étais le seul administrateur pour le département. Et bon, je ne suis pas forcément l'interlocuteur adéquat, je pense, voilà, pour avoir ce rôle. Euh, donc voilà, je pense qu'il y a après le temps que chaque administrateur peut dédier à la plateforme qui peut des fois faire qu'il y a beaucoup de signalements, mais pas forcément de traitement derrière, quoi. Oui, tout à fait. Bah, c'est une problématique qu'on rencontre assez régulièrement. C'est effectivement derrière, ça demande quand même un petit peu de temps pour prendre en charge, résoudre les signalements. Après, voilà, chacun Et fait puis, comme il peut avec le temps disponible. ouais. Par Et puis contre, avec des modes de fonctionnement aussi en fonction des territoires, avec un mix EPCI, Office de tourisme. Voilà, donc sur certains EPCI, j'ai aussi créé des comptes pour les salariés de l'Office de tourisme qui sont eux aussi directement en contact avec les pratiquants, qui communiquent sur l'outil et qui, eux, après, sont aussi à même de mobiliser les ressources au sein des communes pour permettre la résolution des problématiques. Voilà ouais, tout à fait. ce que je Je- peux faire. je- ouais, bah, en gros, c'est le rôle attendu du coordinateur départemental. Et alors, juste, je voulais réagir par rapport à votre problématique des signalements anciens qui n'ont pas été pris en charge et du coup, ça peut être un peu délicat aujourd'hui. Euh, pour dire qu'on on va développer, faire un développement de l'outil pour classer automatiquement tous les signalements qui seraient antérieurs à 3 ans et n'auraient été pris en charge par personne depuis 3 ans, avec un message automatique à la sentinelle. Voilà, ça c'est un développement qu'on souhaite faire. Euh, et qui pourrait, voilà, régler un peu cette difficulté que peuvent avoir des nouveaux administrateurs quand ils intègrent la démarche. Parce que parfois, on a des signalements qui datent de 2018 donc, Ouais. là, c'est délicat. Euh, Ça, c'était
première chose. Et puis, je voulais rebondir sur un deuxième élément, mais ça m'a échappé. Et si je peux rajouter quelque chose, oui, donc du coup, moi, c'est quelque chose que je fais moi manuellement. En fait, tous ceux qui sont antérieurs à 2 ans, ben, je les classe en mettant un message à la sentinelle en les invitant à renouveler leur signalement si jamais la problématique persistait. Et l'autre chose que alors, même si j'ai pas créé de compte administrateur pour les comités départementaux, moi, comme je suis en lien, puisqu'on accompagne les comités départementaux financièrement dans leurs actions, je me permets sur notamment l'escalade, le VTT, enfin toutes les pratiques sport nature, d'inciter les comités à se rapprocher de leur fédération. Pour autant, eux, derrière, ils n'ont pas forcément les interlocuteurs et c'est vrai que c'est parfois compliqué. Donc aujourd'hui, je pense que j'ai vu là que ben, j'avais rencontré la FFME, enfin le comité territorial FFME, qui visiblement a réussi à avoir des comptes administrateurs via leur fédé. Donc c'était pas le cas il y a encore un an. Euh, donc voilà, mais certaines fédés, ouais, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais, alors bah là encore, c'est tout à fait la bonne démarche que vous avez. Euh, co- euh, à l'échelle de votre département, vous êtes tout à fait légitime pour mettre en place la concertation avec les comités départementaux. Oui, les comités départementaux. Et si vous identifiez des personnes dans ces comités qui souhaitent devenir administrateurs, c'est ce que vous faites. Il faut leur demander de contacter leur fédération. Après, si, comme vous dites, ils n'ont pas d'interlocuteur, et ben dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à me les adresser. Moi, je verrai, soit je les orienterai vers le bon interlocuteur dans la Fédé s'il existe, et s'il n'existe pas, je leur créerai le compte en lieu et place de la Fédé. Parce qu'effectivement, juste préciser, alors voilà, que ce soit les départements, les collectivités, ou que ce soit le mouvement sportif, c'est sur la base du volontariat, l'investissement dans le dispositif. Certaines fédérations ne sont pas peu investis, d'autres le sont beaucoup plus fortement. La FFME, depuis 2 ans, s'investit dans l'outil, alors qu'avant, ils ne le faisaient pas parce qu'ils avaient eux-mêmes un outil de signalement de la Fédé. Là, ils sont en train de laisser un peu tomber cet outil pour intégrer sur ICAD directement. Voilà, ça dépend vraiment des cas de figure. Donc, la bonne démarche, c'est celle que vous avez. Organiser la concertation, renvoyer les comités départementaux vers leur fédé. Et s'ils n'arrivent pas à avoir de contact, me les réorienter et je prends le relais. Il y avait une Merci, question, il y avait une question oui. d'Evelyne Combe. Merci Emmanuel. Ouais, Evelyne. Bah, j'avoue que je viens d'avoir la réponse, donc j'ai plus trop de questions. En fait, c'était de se dire, voilà, un cadre technique d'un département contacte la fédération pour devenir administrateur, il télécharge les documents et il peut toujours appeler, ben, vous appeler si jamais il a un problème. Et effectivement, les fédérations ne sont pas toutes, enfin les commissions, parce que c'est souvent délégué à des commissions, hein, toutes ces sites, ces itinéraires, c'est pas toujours réactif parce que ben, ils sont des fois 5 6 dans la commission pour gérer toute la pratique en France, donc pas toujours prioritaire sur nos questions. Donc effectivement, si on n'a pas de réponse, eh ben, voilà, on va passer les infos, parce que j'avais été mandatée par le comité du 29, et puis, enfin, le comité régional m'avait demandé de prendre des infos, donc je vais pouvoir au comité régional donner l'info, et puis ça pourrait être essaimé un petit peu plus au niveau de la région. En Ouais, tous les cas, tout à merci. fait. Avec plaisir. Ouais, c'est vrai que voilà, l'investissement n'est pas le même. L'organisation au sein des fédérations et même au sein des territoires n'est pas non plus forcément le même. Euh,
La FFRP, par exemple, elle est vraiment structurée en comités départementaux et tous sont intégrés. Pour la FFME, par exemple, je sais c'est plutôt 4, 5 coordinateurs au national qui se sont partagés à peu près tout le territoire et qui font le relais. C'est vraiment variable d'une fédération à une autre, d'une collectivité d'un territoire à un autre. Donc, voilà, mais c'est de s'adapter à tous les cas de figure et trouver une solution dans tous les cas. Il y a d'autres remarques. J'avais vu également qu'il devait y avoir 2 administrateurs qui s'étaient inscrits. Est-ce que vous êtes là et est-ce que vous souhaitez nous faire un petit retour? Non. Pas d'autres questions, remarques? Pas pour le moment. Non. Merci Quentin, Bon, c'était clair. Je vous remercie. C'est très clair. Merci beaucoup, Quentin. Donc, ce webinaire a été enregistré. Il sera retransmis, en tout cas, côté gestionnaire des espaces naturels. Le diaporama, le webinaire vous seront retransmis par les canaux de communication un peu habituels de l'agence, notamment la lettre d'information et on vous renverra de toute façon à tous les participants de ce jour les documents, hein. Je pense, Iwan, Oui, c'est prévu. via toi peut-être Oui. dans un premier temps, et moi je rediffuserai, relayerai en fait aux acteurs du réseau des gestionnaires d'espaces naturels bretons. Merci à tous. On va pouvoir finir à l'heure. Donc, merci à tous pour vos interventions. À votre disposition, je crois que Quentin a mis les coordonnées, donc le diaporama vous sera envoyé si vous avez besoin de revenir vers lui ou vers vos administrateurs ou coordinateurs territoriaux. Je vous souhaite une bonne pause méridienne et puis on se retrouve bientôt pour certains dans les commissions thématiques permanentes ou sur un prochain webinaire. Merci, belle fin de journée. Merci à vous. Au Merci revoir. pour votre Merci. invitation. Bientôt. Merci. Au revoir.